Nouveau rendez-vous de l'information sur LCF. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La portabilité, un système qui permet d'échanger d'opérateurs sans changer de numéro. C'est ce que propose désormais l'Association togolaise des consommateurs à la population togolaise. C'est donc fini pour Evala 2014. La finale s'est jouée dans le canton de Lassa et c'est les lutteurs de Lassa-Haut qui l'ont remporté en battant leur adversaire, ceux de Lassa-Bas par 24-22. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'Association togolaise des consommateurs a rencontré la presse ce week-end. Objectif, attirer l'attention sur la gestion faite par les opérateurs de téléphonie mobile au Togo. À cet effet, elle propose la portabilité, un système qui permet d'échanger d'opérateurs ou de changer d'opérateur sans changer de numéro. Dans cette initiative, l'ATC s'est vue accompagnée par l'Institut panafricain pour la citoyenneté des consommateurs et le développement. Inès Assiglé, Ayorvi Dossé. La portabilité, une innovation en matière de téléphonie mobile pour laquelle l'Association togolaise des consommateurs a voulu, à travers cette conférence de presse, attirer l'attention afin qu'elle soit opérationnelle au Togo. Il s'agit d'un système qui donne la possibilité à un consommateur de migrer d'un opérateur à un autre tout en conservant son numéro. Une initiative de l'ATC soutenue par l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Il nous est extrêmement difficile, même si nous ne sommes pas satisfaits de la qualité de service de l'opérateur chez lequel nous sommes abonnés, il nous est extrêmement difficile de le laisser pour aller vers un autre opérateur. Et donc, on subit. Alors que s'il y a la possibilité de garder votre numéro et d'aller vous faire servir par l'opérateur, par un autre opérateur, cela insuffle beaucoup plus de concurrence dans le secteur de la téléphonie et oblige donc les opérateurs à offrir une meilleure qualité de service et à faire des prix beaucoup plus bas, ce qui est à l'avantage et du consommateur et de l'économie du pays. Au cours de cette même conférence, le financement des associations de consommateurs en Afrique a été également abordé. Il s'agit là d'une autre bataille quotidienne que ces associations mènent. Nous avons besoin de ressources financières pour pouvoir aller vers les radios, pour pouvoir aller vers les télévisions, pour pouvoir aller dans les quartiers et faire de l'éducation du consommateur. Ça demande de l'argent. La majeure partie de nos pays, il leur est impossible tout simplement de faire de l'éducation du consommateur. Donc, les organisations ont émergé pour faire ce travail à la place de nos États. Il faut bien que l'État, conscient de cela, puisse appuyer les organisations de consommateurs pour qu'ils puissent faire ce travail-là. Rappelons que cette conférence de presse a réuni journalistes et membres de l'Association togolaise des consommateurs. Le thème débattu, la portabilité et la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile et les financements des associations de consommateurs en Afrique. Une nouvelle agence de voyage vient de voir le jour à Lomé. Une nouvelle agence qui vient s'ajouter à la liste déjà existante. Son nom, Eliada. Eliada offre tout service de voyage aux clients, réservation, billetterie et conseil. Elle entend apporter des innovations pour faciliter les démarches des clients et leur offrir tout le confort possible pour des voyages réussis. L'inauguration a été suivie par la visite des lieux. Reportage Ashtamadjom Haïti Ekoué. Le monde touristique togolais accueille une nouvelle agence de voyage. Eliada, c'est son nom. Pour cette nouvelle agence qui vient de naître, les promoteurs entendent redonner un nouveau visage au tourisme togolais et accompagner les clients usagers et voyageurs dans les services de transport aérien, réservation d'hôtels et dans le domaine du tourisme. La naissance de l'agence voyage Eliada n'est pas pour gonfler le domaine du tourisme, mais plutôt venir corriger les insuffisances. Il y a multiples services, il y a l'assurance, réservation d'hôtels, formation et nos potentiels clients. Quand ils viennent à Eliada, ils seront totalement comblés.
Eli Ada, entendez, Dieu vous protège, est une agence qui, selon le promoteur, apportera un plus au monde touristique togolais. Le directeur de la Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme, qui a procédé lui-même à l'inauguration de l'agence, reste convaincu de son apport à l'économie touristique. Ma présence ici veut dire que l'agence a respecté les normes depuis le projet jusqu'à la réalisation. La preuve aujourd'hui de l'inauguration, ils ont toujours approché ce que demandent les textes réglementaires. Je les encourage, j'encourage les autres à créer des emplois. En ouvrant une agence, c'est une création d'emplois, c'est rentrer de devises, à voir ce qui se passe actuellement. Une nouvelle boom touristique qui va s'ouvrir, je pense que c'est une très bonne chose. Dès lundi, les portes de cette nouvelle agence de voyage située près du marché de Baie seront ouvertes aux clients et publics pour tout service de voyage. Elle entend à l'avenir ouvrir des agences secondaires pour desservir les clients de tous les coins possibles. Les rideaux sont officiellement tombés ce week-end sur les festivités de lutte Evala 2014 en pays kabien et c'est le canton de Lassa qui a abrité cette finale. Elle a donc opposé les lutteurs de Lassa Bas et ceux de Lassa Haut et c'est le camp de Lassa Haut qui a remporté cette finale. Le point sur la finale dans le canton de Lassa avec Jacques Pekamsi. Le canton de Lassa, nous sommes ici à l'école centrale d'Aodo. Ce canton a le privilège cette année d'accueillir la dernière finale des Evala, une finale que le chef de l'État n'a pas voulu se faire compter, d'où sa présence ici. Ambiance euphorique dans chaque camp. Les lutteurs de Lassa Bas en blanc contre ceux de Lassa Haut. Les rouges réussissent à prendre le dessus, mais seulement avec 2 points d'écart, soit 24 points contre 22 pour les rouges. C'est dire que la lutte a été dure. Les non-initiés de Lassa Bas suivent l'exemple de leurs aînés, 15 points contre 13. Et voilà, édition 2014 s'achève donc ici. Durant 10 jours, les fils et filles de la COSA ont œuvré pour faire vivre ce qui les lie tous, leur tradition. À l'étranger, la situation humanitaire de plus en plus inquiétante en Somalie. Les ONG redoutent que le scénario de 2011 ne se répète. À l'époque, une grave famine avait fait plus de 250 000 morts. Ayant vu de loin la nouvelle catastrophe qui se profile à l'horizon, les ONG lancent un appel à l'aide internationale. Ils sont des milliers entassés dans ces camps. À Mogadiscio, ces Somaliens sont venus se réfugier ici, déplacés par les combats et une fois de plus par la famine. Selon l'ONU, la crise alimentaire s'aggrave, 2 saisons sans pluie, pas de récolte, pas de nourriture et peu de soutien. Dans le passé, on avait de l'aide humanitaire, mais on n'en reçoit plus. On se repose sur Allah. Il y a des jours où on reçoit de l'aide, d'autres pas. En ce moment, c'est le Ramadan et on ne reçoit rien. La Somalie au bord du gouffre, une tragédie devenue une habitude. À l'été 2011, le monde regardait déjà les mêmes images. À l'époque, 260 000 personnes sont mortes de faim en quelques mois, une des plus importantes crises depuis des décennies. Et aujourd'hui, les indices mènent aux mêmes conclusions. Si l'on compare l'année dernière à cette année, nous pouvons voir que le nombre d'enfants sous-alimentés augmente. C'est maintenant le double, que ce soit en raison de maladies ou de sous-alimentation. Pour l'ONU, 200 000 enfants de moins de 5 ans sont sévèrement malnutris en Somalie. Et la situation sociale de leurs aînés est catastrophique.
Nous n'avons pas de travail ici. On va mendier, voilà. Je n'ai pas de travail et je suis juste une handicapée assise, là. En 2011, la réponse humanitaire avait été jugée insuffisante et tardive. Aujourd'hui, les ONG affirment que seuls 30% des fonds nécessaires pour éviter une nouvelle catastrophe sont réunis. Au Proche-Orient, Israël poursuit son offensive dans la bande de Gaza qui a connu ce dimanche sa journée la plus sanglante avec plus de 60 morts du côté palestinien. Au troisième jour de ce conflit, l'État hébreu a connu une lourde perte. 13 soldats israéliens ont été tués. Il s'agit du bilan le plus lourd pour Tzahal en une seule journée depuis plusieurs années. Les habitants de Sharjah fuient les bombes en courant. C'est un résident du quartier à l'est de Gaza qui filme. Dans sa fuite, il tourne ces images très difficiles, les rues jonchées de corps en lambeaux. Il y a des femmes et des enfants. Terrorisés, les habitants sont arrivés ce matin au centre de Gaza, à pied, en voiture, arborant un drapeau blanc pour les plus chanceux. Tous racontent la même histoire. Ils bombardent tout l'Est, il y a des corps partout. On a pris les enfants et on est parti en courant. Ils bombardent non-stop nos maisons. Il y a des corps partout au sol. On est parti à pied. Aucune ambulance ne passe. Personne ne sait vraiment où aller. Tous affluent à l'hôpital Al-Shifa, espérant y trouver la sécurité. L'hôpital est débordé. Nous voyons arriver les corps d'un ambulancier et d'un caméraman vêtu de son gilet presse, tous deux happés par une bombe à Sharjah. À l'intérieur de l'hôpital, des groupes se forment autour des corps prêts à partir à la morgue. Chacun cherche à voir s'il s'agit d'un proche. 40 morts, 380 blessés selon les secours palestiniens. Cette nuit est la plus meurtrière. Je crois que c'est la première nuit où il y a des bombardements incessants. Ça n'a pas arrêté de la nuit. Vous voyez le bordel qu'il y a à l'hôpital. Il y a des blessés qui arrivent sans arrêt. Dans la cour de l'hôpital, des dizaines de familles ont trouvé refuge, traumatisées par leur nuit, désespérées par cette nouvelle guerre. Quand tout cela va-t-il s'arrêter? On est en 2014, je veux du changement, je veux être éduquée. Il y a tant de gens au monde, pourquoi moi encore? Pourquoi cette vie? Au troisième jour de l'offensive terrestre, la situation est totalement chaotique à Gaza. Le cercle des opérations israéliennes se rapproche clairement du centre de Gaza City. Beaucoup de victimes, des milliers de réfugiés qui ne savent pas où aller. Il n'y a pas aujourd'hui à Gaza de zone verte pour assurer la protection des civils. L'actualité de ce jour, c'est aussi l'enquête sur le site du crash MH17 de la Malaysian Airlines dans l'est de l'Ukraine. Paris, Londres, Berlin ou encore Washington sont convenus d'exiger du président russe Vladimir Poutine d'obtenir des séparatistes un accès libre et total à la zone où l'avion s'est écrasé. Un train comme morgue improvisé. À bord de ces 5 wagons réfrigérés, 169 corps récupérés dans les débris du Boeing de la Malaysia Airlines abattu jeudi. Il en resterait donc 129 dans la nature. Les séparatistes pro-russes soupçonnés d'être à l'origine du tir du missile qui a abattu l'avion auraient quitté les lieux, mais la manière dont les corps et les restes de l'appareil ont été traités jusque-là a soulevé l'indignation. J'ai été choqué par des images de comportement totalement irrespectueux sur les lieux de la tragédie, contre toutes les règles d'une enquête approfondie. Il y a des gens au milieu des débris avec des biens personnels et reconnaissables appartenant aux victimes. C'est répugnant. À cela s'ajoute le fait que les séparatistes auraient tenté d'intimider les observateurs de l'OSCE, empêchant par ailleurs les équipes d'inspecteurs internationaux d'arriver sur les lieux, ne conditionnant leur sécurité qu'à l'acceptation d'une trêve par les autorités ukrainiennes. Difficile également de savoir ce qu'ils feront des boîtes noires de l'appareil qu'ils ont confirmé avoir en leur possession. Pour les dirigeants des pays d'origine des passagers du MH17, la responsabilité de cette situation absurde se trouve du côté de Moscou, soutien des insurgés. François Hollande, Angela Merkel et David Cameron exigent désormais de Vladimir Poutine qu'il obtienne des séparatistes le libre et total accès à la zone du crash. En cas de refus, la prochaine étape semble déjà décidée.
Mardi, au Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles, nous chercherons à nous accorder avec nos partenaires européens sur des sanctions contre la Russie, si celle-ci n'a pas changé radicalement de position d'ici là. D'autant que dans l'après-midi, le secrétaire d'État américain John Kerry a confirmé que le système de missiles utilisé pour abattre l'avion malaisien venait bien de Russie, alors que les critiques occidentales contre le Kremlin n'ont pas cessé, notamment depuis l'annexion de la Crimée au mois de mars dernier. Les événements actuels viennent encore plus donner une ampleur internationale à la crise ukrainienne. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt sur LCF.